Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, Daphné Breitenbach et Audrey Chabal se sont rendues au café Basaglia en Italie qui emploie des personnes souffrant de troubles mentaux. Nous avons voulu découvrir des initiatives ressemblantes en France et avons décidé de faire découvrir Art Convergence, une association qui met en relation des artistes avec des personnes atteintes de troubles psychiques. Avec nous, Laurence Dupin, présidente de cette association. Laurence Dupin, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de votre association? L'association en fait s'adresse à des personnes souffrant de handicap psychique, donc comme vous l'avez dit, qui ont des talents artistiques. Et l'idée, c'est de leur permettre de rencontrer des artistes professionnels ou expérimentés et de travailler avec eux sur un projet qui aboutit à des expositions. Donc l'idée, c'est d'arriver à accomplir quelque chose et avoir une visibilité in fine sur un territoire culturel de bon niveau, enfin de haut niveau. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre un tel projet? C'est né en fait en 2013. En fait, l'association elle a créé en 2013 avec un médecin, un avocat, une élue locale responsable d'un pôle culturel et une journaliste. Et on s'est rendu compte que finalement on avait tous des envies de réussir un projet dans ce domaine-là et de permettre à des gens qu'on connaissait les uns et les autres d'acquérir une certaine visibilité et en tout cas de participer à des projets qui étaient pas des projets thérapeutiques, qui n'étaient pas des projets enfin, qui étaient des projets visibles et pour le grand public, pour Alors, c'est- donner c'est- aussi une autre image de la maladie. Pardon? Pour donner aussi une autre image de la maladie psychique. Alors, justement, de quoi sont atteints les personnes que vos artistes accompagnent? Euh, de maladies psychiques en général, il y a de maladies psychiques de l'adulte, et en fait, ça recouvre toutes les psychoses, comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, les borderline. En fait, à la limite, nous, on n'a pas les diagnostics. Les artistes qui encadrent vont les rencontrent comme des artistes et les prennent avec leurs talents là où ils en sont. Euh, Ce sont malgré tout des gens qui sont suffisamment stabilisés et autonomes pour venir seuls en fait dans les ateliers et qui ont envie effectivement d'être accompagnés dans une pratique artistique, que ce soit la vidéo, l'écriture, le dessin, la peinture, en fait, en fonction des talents de chacun. Ouais, donc, il y a plusieurs formes, effectivement, d'art. Vous parliez de vidéo aussi, notamment. Donc, là, ça fait 4 ans, donc vous parliez 2013, effectivement, que votre association existe. Combien de personnes vous avez accompagnées depuis sa création? Euh, je vais plutôt parler du nombre de projets qu'on a réalisés. C'est-à-dire qu'en 2013, on a commencé une première série d'ateliers avec une très belle exposition qui a eu lieu à l'Orangerie du domaine de Madame Elisabeth et pour laquelle en 6 jours, on a eu plus de 1500 personnes. C'est quand même assez important parce que c'est aussi à Versailles, donc c'est vrai que c'est très accessible, mais on n'est pas non plus en plein cœur de Paris, donc on n'a pas euh, forcément la facilité à venir. On a ensuite investi le musée Landunais à Versailles aussi l'année suivante, le musée des Yvelines, et à chaque fois en fait on réunit à peu près 8-10 personnes qui sont susceptibles de participer, qui ne sont pas les mêmes. Donc bon, jusqu'à maintenant on a 5 expositions et on a dû suivre entre guillemets ou accompagner une cinquantaine de personnes, peut-être un peu plus, parce D'accord. qu'il y a eu différentes sortes de projets si on compte effectivement le prix vidéo qu'on a organisé aussi, il y a encore autre chose, donc on a touché beaucoup plus de monde. De ceux qu'on a accompagnés dans le cadre d'ateliers et de pratiques artistiques, on doit être à une quarantaine, cinquantaine de personnes. Alors, justement, comment ces personnes, c'est elles qui vous contactent, c'est vous qui allez à leur rencontre, comment ça se passe? En fait, on s'adresse aux personnes qui les soignent, c'est-à-dire aux centres de soins, que ce soit les centres médico-psychologiques, en fait, on lance des espèces d'appels à candidature, d'appels à projets auprès d'un réseau de soignants avec lesquels on connaît, qu'on travaille. C'est aussi le rôle du médecin qui a fait partie de l'association au départ, de relayer ça. Et puis c'est vrai que les médecins, les soignants, pas que les médecins, d'ailleurs, les psychologues, les infirmiers, ils font confiance et ils adressent des gens. C'est sous forme de pas une recommandation, mais si vous voulez, les médecins qui les rencontrent, les soignants, leur disent, voilà, si vous voulez participer à un projet, parce qu'on leur parle de ça comme d'un projet artistique, adressez-vous à Art Convergence, il y a des ateliers qui débutent, et à chaque fois, souvent, il y a des nouveaux artistes qui interviennent en fonction, en fait, des compétences de chacun qu'on a pu voir.
ressentir en fait en les rencontrant. Mais selon vous, qu'est-ce que ça leur apporte de pouvoir s'exprimer à travers un média artistique? Euh, Ça leur apporte, dans notre projet, ce qui leur apporte beaucoup, c'est d'arriver à, à quelque chose de fini, c'est-à-dire que c'est participer à un projet qui a un but, qui a un objectif. C'est très important aussi. Il y a effectivement le fait d'accomplir, de créer qui est important, en étant accompagné, parce que c'est vrai que du coup, il y a un regard critique qui se fait, et qui est très important parce que ça leur donne confiance, ou ça les fait aussi se poser des questions, parce que c'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils ont le droit enfin, on les regarde et on les accompagne comme on accompagnerait n'importe quelle personne qui demanderait de l'aide ou un accompagnement artistique. Et ça, c'est aussi très important parce qu'on a exactement les mêmes désirs pour eux, ou en tout cas les mêmes réserves, il y a une sélection, en fait, ils sont confrontés aux mêmes difficultés, voilà, c'est le mot que je cherchais, que n'importe quel artiste qui serait en train de construire une exposition. Et c'est vrai que c'est pas simple, il y a des passages qui sont assez difficiles, notamment au moment de la sélection, au moment du choix, au moment de, quelquefois, de réorientation de ce qu'ils ont fait, pardon, de ce qu'ils ont fait. Et en plus, on doit s'adapter au lieu d'exposition, c'est aussi important. C'est vrai que quand on investit un lieu qui fait 300 mètres carrés, 600 mètres carrés, plus intime, on n'aura pas forcément la même démarche sur les matériaux qu'on leur met à disposition. On doit aussi scénographier ce qu'ils réalisent pour qu'il y ait une visibilité pour le public, ce qui est très important aussi. Donc Parce c'est que, vrai que là on intervient aussi de manière assez pardon, excusez-moi, il y a du bruit de l'autre côté, je vous entendais plus très bien. pardon. Oui, Vous, donc vous je disiez? disais qu'on intervenait en fait sur la scénographie, sur la mise en place de l'exposition pour s'adapter en fait au lieu qui nous sont traités. Alors justement, vous le disiez, après ces œuvres sont exposées. C'est signalé, hein, j'imagine, au moment de l'exposition, le travail, la démarche de ce qui est fait, qui sont aussi ces artistes finalement derrière. Comment c'est accueilli finalement par les gens qui viennent voir l'exposition? C'est forcément des gens qui sont en lien avec les personnes malades ou il y a des personnes aussi qui viennent en dehors et qui sont curieuses justement de cette démarche-là? En fait, justement, l'intérêt de tous ces projets-là, c'est de leur permettre d'avoir une visibilité auprès du grand public. Donc, en fait, on organise une exposition comme on organiserait l'exposition de n'importe quel artiste lambda. C'est vrai que c'est une sorte d'exposition collective, il y a des directeurs artistiques, et on réalise des catalogues qui sont en général en fait, des catalogues en quadrille qui sont très beaux, comme ça d'abord eux ça leur laisse une trace, et puis ça permet de donner au public aussi quelque chose de tangible. En général, on fait une communication assez importante autour de ces événements. On est souvent aidé par les collectivités locales qui nous prêtent ces lieux parce que ce sont des lieux patrimoniaux importants, donc en général ils sont reliés soit au département, soit à des grosses villes. Et l'idée c'est de profiter aussi de la communication de ces collectivités locales. Et c'est vrai qu'on signale que les gens qui ont participé à ces ateliers ont des difficultés psychiques dans la préface, dans les éléments, mais c'est vrai qu'on présente malgré tout, on présente d'abord des artistes avant de présenter des personnes malades. Ça c'est très important aussi. Et vous me disiez, oui, effectivement, les familles viennent, et c'est aussi très important pour eux, pour les personnes malades, parce que leur famille voit enfin leur malade, ou leur enfant, ou leurs proches, avec des talents mis en valeur auprès du grand public, et plus uniquement euh, comme, voilà, comme des personnes malades qui font quelque chose de bien, mais finalement on leur dit que c'est bien continue sans aucune euh, valeur, enfin, enfin valeur. Nous, on n'est pas dans une démarche marchande pour l'instant. Voilà. C'est pour ça que je parle de valeur avec un peu de réticence. Votre association agit en région parisienne ou va au-delà dans d'autres, vous parliez d'autres départements tout à l'heure? Alors, on est surtout en Île-de-France. Pour l'instant, en fait, on a commencé dans les villes, on est très bien implanté dans les villes, mais on a monté quelque chose depuis 10 ans qui nous a permis d'aller bien au-delà. C'est un prix vidéo du très court métrage. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, à l'occasion de la première exposition, où avait été réalisée une très courte vidéo, que c'était d'abord un médium formidable parce que ça permet d'être véhiculé, comme vous le faites, très facilement sur un ordinateur, ou sur les réseaux qu'on peut avoir.
Et surtout, c'est quelque chose de facile à réaliser. On n'a pas besoin d'un lieu précis. Et ça permet aussi de donner une autre image. Donc en fait, on fait partie de ça et on a lancé le premier prix vidéo de l'association Art Convergence, un très court métrage, et on est parti du même principe que celui de l'association, de demander à des personnalités, de choisir des personnalités du jury qui étaient très compétentes dans un domaine, avec comme sujet la maladie psychique euh, pour le sujet des vidéos, mais les vidéos elles pouvaient être des films d'animation, des films de reportages, fiction et autres. Et ça nous a permis du coup d'avoir d'abord d'en parler dans tous les pays francophones et d'avoir des travaux qui venaient de toutes les régions de France et de Belgique et de Suisse. Enfin, c'est quelque chose d'assez important. Et ça a été remis au musée du Quai Branly au mois de décembre de l'année dernière, le premier prix vidéo. D'accord. Et alors c'est vrai que vous agissez plus sur l'Île-de-France, mais est-ce que vous avez l'impression que au niveau des autres régions de France, est-ce que toutes les régions sont égales en termes de traitement et d'intégration des personnes atteintes de troubles psychiques? Est-ce que vous avez eu l'impression enfin, que certaines régions s'en sortent peut-être mieux que d'autres ou sont mieux soutenues ou... Soutenu, je sais pas, c'est vrai qu'il y a d'autres initiatives qui ont lieu dans d'autres régions. Il y a des centres de soins qui sont absolument formidables et qui organisent euh, dans lesquels la culture l'organisation d'ateliers artistiques existent et ils font des choses formidables, mais c'est souvent très lié aux soins. Il y a finalement assez peu d'associations qui soient en dehors du soin et qui proposent quelque chose qui soit de plus dans la ville comme on le fait. Il y a de très belles initiatives en Belgique, en Suisse et au Canada. À Nantes aussi, ils font des choses assez intéressantes parce qu'ils travaillent directement avec l'école des beaux-arts. Mais ce sont plus des ateliers, des professeurs de l'école des beaux-arts ou autres qui viennent à l'hôpital travailler avec des patients. Donc on est toujours un peu, il y a toujours une dimension de soins euh, que finalement on n'a pas directement. C'est-à-dire on les prend là où ils sont avec leurs talents et sans aucune velléité de les soigner. C'est-à-dire que effectivement, si ça leur fait du bien, on peut dire que c'est thérapeutique, mais c'est pas ce qu'on cherche à faire. C'est pas notre objectif. Qu'est-ce qui coince justement? Est-ce que la société a encore trop tendance à voir ces personnes-là uniquement via leur maladie? Oui, et d'autant que ce sont des maladies qui font un peu peur. Parce que c'est vrai que quand on parle de psychose, de schizophrénie, même voilà, on a beau parler un peu plus des troubles bipolaires, ça fait quand même un peu peur. Les gens sont pas ils savent pas très bien ce que ça représente. Et en fait, ce sont des gens qui vivent tout à fait normalement et qui peuvent être tout à fait réintégrés. Et d'ailleurs, on a certains exemples de personnes qui sont, dire, qui à travers les projets auxquels ils ont participé avec nous depuis 2013, qui sont une forme de rétablissement. C'est un mot qui est très utilisé maintenant et qui correspond quand même à une reprise en main de sa vie et qui arrive à retravailler ou en tout cas à avoir une vie pleine et satisfaisante. Qu'est-ce qui... Quelle solution pourrait exister justement pour faciliter cette intégration, éviter de les voir uniquement via leur maladie, alors que comme vous le disiez, enfin, il y a aussi des soins, des traitements qui existent et qui font que beaucoup arrivent à vivre quand même de manière relativement entre guillemets normale. En tout cas, autonome, oui, tout à fait. Oui, il y en a beaucoup qui vivent de manière autonome. Euh, en fait, on n'a pas énormément d'expérience non plus. Hein. On a suivi 40, 50 personnes. C'est vrai que c'est très bien accueilli. C'est vrai que à chaque fois qu'on participe à des événements, que ce soit des projections vidéo, que ce soit des expositions ou autres, on se rend compte à quel point ils sont heureux de participer et d'être appréciés pour ce qu'ils sont et pas pour leur maladie ou autre. Donc je pense il y a il y a un réel apport et c'est vrai que les gens qui viennent les voir et qui sont pas forcément avertis de ces maladies ont souvent un regard enfin, changent leur positionnement et leur regard par rapport à ces gens et aux maladies qu'ils portent. Mais bon, voilà, on a un recul qui est de 3-4 ans, mais c'est vrai que c'est à la fois beaucoup, je trouve, par rapport à ce qu'on a fait, mais c'est quand même assez peu encore. Alors justement, ben, vous le disiez, à partir du moment où ils savent qu'ils connaissent la maladie, les gens, le regard change. Là, dans ce café en Italie dont on parle dans notre article, il y a une personne interrogée qui souligne
que l'intérêt de ce café réside notamment dans le fait que parmi les serveurs, on ne sait pas qui est malade. Alors, est-ce que c'est une solution en soi, dire qu'il y a des personnes malades dans le personnel, mais ne pas dire qui, pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas forcément de différence à faire ou à avoir? Oui, je pense que c'est une solution, mais qu'après ça dépend des maladies, parce que tout le monde n'est pas capable de servir dans un café. C'est particulièrement dur en l'occurrence, et c'est vrai que je sais pas comment, voilà, comment ça se passe, parce que c'est vrai que ça demande une énergie et une qualité. Moi, je sais que je serais pas capable de servir dans un café. Mais voilà, après, je sais pas quel type de mais c'est vrai que, par exemple, nous, on a un projet que j'aimerais bien pouvoir monter, qui est un projet d'architecte, c'est-à-dire leur permettre pour continuer à travailler, euh, de gérer en fait la production et l'exposition de leurs œuvres, un peu comme une espèce de bibliothèque tournante. Donc, une architecte, il y en a quand même quelques-unes en France, il y en a des très très connus qui dépendent par exemple de la ville de Caen ou autre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'architecte qui permettent à des personnes qui pratiquent un art, on pourrait dire un peu singulier, mais je sais pas si c'est le bon mot, parce que c'est vrai qu'après, il y a des terminologies auxquelles enfin, qui recoupent des choses très précises et dans lesquelles on n'est pas du tout. Et l'idée, ce serait que eux-mêmes, enfin les personnes malades et qui ont participé à ces projets et qui sont capables de gérer un certain nombre de choses, prennent en charge en fait la gestion de cet artefact. Et ça, c'est vrai que ce serait un assez beau projet, de la même manière que le service d'un café solidaire, ce serait, ça pourrait revêtir cette forme-là dans la pratique. Donc ce serait eux qui géreraient en fait le Ce projet, serait hein, eux qui feraient voilà, une partie de la production et une partie des expositions qui seraient à venir et qui pourraient être des expositions. Bon, on pourrait continuer ces grandes expositions qui soient animées par des directeurs artistiques qui sont des artistes connus, mais on pourrait aussi avoir un, un comité de sélection qui travaille avec eux et qui continue à sélectionner des œuvres et qui puisse tourner dans des lieux publics, après on peut trouver un modèle économique ou alors ça peut être de manière gratuite aussi pour que leurs œuvres continuent à être montrées. Alors, vous pensez que justement, cette initiative, cet accompagnement, là, le projet que vous avez avec votre association, ça, c'est une manière aussi peut-être de leur redonner aussi confiance en eux pour eux-mêmes se lancer dans d'autres projets ensuite parallèles, pas forcément artistiques d'ailleurs. Oui, ce que vous dites est vrai en fait. En l'occurrence, il y en a, on a un artiste avec lequel on a travaillé justement la première vidéo, qui du coup lui est en train d'écrire en fait un documentaire. Il a obtenu une aide à l'écriture de la région, je crois, centre Nouvelle-Aquitaine maintenant, je s'appelle comme ça, je sais plus, enfin bon. Euh, et du coup, il est en train d'écrire un documentaire du Nord, en fait, de faire un autoportrait du Nord avec d'autres professionnels en fait de la vidéo. Donc effectivement, oui, ça leur redonne confiance pour réaliser de nouveaux projets qui peuvent être en dehors de l'association. C'est pas forcément l'objectif de l'association de les garder uniquement avec des projets artistiques. C'est vrai que ça peut leur donner l'opportunité d'avoir une vie sociale plus riche et d'aller vers l'extérieur. Vous avez des exemples de personnes peut-être que vous avez suivies comme ça et qui ont pu monter un projet grâce, enfin, avec cette espèce de tremplin que l'association leur a donné? Oui, il y en a un certain nombre. Par exemple, une fois les expositions réalisées, on a mis un partenariat avec l'école des Beaux-Arts de Versailles qui nous a proposé un certain nombre de places en auditeur libre. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur permettait de suivre simplement certains cours qui étaient choisis de concert avec les professeurs. Et comme l'école des Beaux-Arts maintenant n'a pas de limite d'âge, ils pouvaient participer sans aucune discrimination à côté des autres élèves. Et on fait ça depuis 2014, en fait, grâce au soutien de la ville de Versailles. Et c'est vrai que ça leur donne, ça leur permet d'avoir une vie d'artiste, parce qu'en l'occurrence là c'est à travers un médium artistique. Mais il y en a un qui a postulé pour rentrer à l'école des Beaux-Arts en tant qu'étudiant. Là, termine sa première année assez brillamment dans certaines matières. Il n'a pas les résultats de toutes les matières, mais qui lui a envie de continuer et qui aimerait retravailler dans un domaine artistique, qui pourrait par exemple participer à l'Artotech. Il se trouve que parmi aussi les personnes qu'on a aidées, en fait là plus indirectement, la personne qui a eu le prix du jury au musée de la Cité Branly, Fanny, travaille avec moi depuis mi-mai, donc pour développer des projets de l'association. Et elle, en fait, elle était diplômée de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux.
Elle a 25 ans. Et c'est vrai elle trouve des trucs bipolaires. Et là, je l'ai embauché en fait un gros mi-temps pour m'aider dans les projets de l'association. Donc voilà, ce sont des projets qui peuvent se monter comme ça, euh, au gré d'opportunités, de rencontres. Euh, j'ai pas beaucoup d'autres exemples, mais je peux peut-être en trouver d'ici la fin de notre. Mais ça en fait déjà quelques-uns quand même. Il y en a aussi qui vont exposer dans des galeries, qui ont vendu des œuvres, notamment un artiste qui vient d'exposer pendant 2 mois à la Halle Saint-Pierre à Paris, qui est un très bel endroit et qui a vendu 30% des œuvres qui étaient proposées à l'exposition, ce qui est quand même important. Donc c'est aussi assez intéressant parce que c'est une sanction du public, mais d'un public tout venant, parce que les gens qui viennent acheter, c'est pas pour faire plaisir, c'est pas juste pour regarder. On a aussi d'autres artistes, je continue, qui ont vendu des œuvres à un fonds de dotation qui a décidé voilà, de sélectionner un certain nombre d'œuvres qu'on leur proposait. Donc aussi, ça leur donne une assise pour continuer, pour persévérer, parce que du coup, ils sont obligés de demander un numéro ça, de s'inscrire à la maison des artistes. C'est quand même une démarche qui est assez volontariste. Oui, puis il y a une reconnaissance, quoi, quelque part derrière. Oui, il y a une vraie reconnaissance. À partir du moment où il y a un public, à partir du moment où il y a un achat, oui, il y a une vraie reconnaissance. Alors justement, pour revenir sur le café Basaglia et son fonctionnement, est-ce que vous pensez que la société française est prête pour voir naître des initiatives similaires à ce café? Avec vraiment, oui, des embauches, voilà, des serveurs, ces personnes atteintes ou malades, sans qu'on sache d'ailleurs qu'elles sont malades, hein, mais est-ce que vous pensez que la société française est prête à accueillir ça? Ça existe déjà, hein. Il y a beaucoup d'entreprises, ils sont plus ou moins obligés d'avoir des taux de personnes handicapées ou des, alors je sais pas, et puis il y a d'autres initiatives, il y a des associations qui les aident à s'intégrer, qui les aident à reprendre accès à la vie professionnelle ou autre. Mais c'est vrai que pour certaines maladies psychiques, c'est quelquefois le travail, en fait, en soi, ça peut prendre différentes formes. Et en fait, déjà, avoir une activité, moi, je considère que c'est équivalent à un travail. C'est déjà une reconnaissance. Après, si effectivement on arrive à donner à cette activité une valeur entre guillemets économique, c'est encore mieux. Mais est-ce que c'est un but en soi? Voilà, c'est vrai que le travail artistique, c'est un travail en fait. Mais c'est vrai qu'il a. C'est au-delà, je pense, de la question du travail, du salaire ou autre. Je pense que c'est vraiment ce côté de montrer au reste de la population que des gens atteints de troubles psychiques sont pas plus différents. Enfin, je pense que c'est plus ça la démarche, au-delà de avoir un travail avec un salaire ou autre. Oui, non, mais si, c'est vrai que c'est important. Mais oui, je pense on est prêt en France. Le tout, c'est de trouver des initiatives. Je sais qu'il y a des petites galeries, il y a des choses comme ça. Le problème, c'est qu'il faut, ce que je trouve intéressant avec le café de Basaglia, c'est qu'en fait, on sort de l'entre-soi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives en France qui existent, mais souvent, c'est dans des endroits pas très accessibles, pas très connus. J'imagine que vous avez fait des recherches et que vous n'avez pas trouvé tellement d'exemples si facilement. Oui, voilà. C'est bien la preuve qu'il y a beaucoup, enfin, ces initiatives existent, mais qu'elles sont pas très connues et qu'elles sont pas connues du grand public. Euh, Moi, je sais qu'il y a des initiatives qui sont intéressantes, mais c'est vrai elles restent très confidentielles et elles touchent un nombre assez limité de la population. C'est là que par rapport à ce qui se passe au Canada, par exemple, avec des associations comme Culture ou même en Belgique, euh, je pense il y a une ouverture d'esprit et qui fait que les gens sont plus prêts à accueillir en fait la différence. Et Ok, bon, c'est en alors, train de changer. Ouais. oui, Ah, pardon, allez-y. non, non, mais voilà, c'est en train de changer. Donc, je pense que vous allez trouver beaucoup d'autres initiatives. qui, qui, devra- qui devrait avoir peut-être plus de visibilité dans l'avenir. Alors, juste pour terminer, je voulais savoir comment était financée votre association. Est-ce que vous êtes soutenu par l'État, par exemple? Non, pas directement. En fait, on a fonctionné au départ que de manière avec des membres qui étaient des relations, des amis. Et c'est vrai que ceux qui participent au projet, ils nous donnent une petite participation, ne serait-ce que pour qu'ils se sentent impliqués et ils aient la mission voilà, du travail, du service et de la valeur de ce qu'on leur propose. Ça, c'est une chose. Après, pour chacun des projets, on essaye de rentrer
enfin, de bénéficier d'aide du département, de la ville ou autre. Et en l'occurrence, on a été aidé jusqu'à maintenant au départ par le département des Yvelines, un peu financièrement. Alors, je parle financièrement, le département des Yvelines, la Fondation Saleret un petit peu, la mairie de Paris qui nous a aidés dans le cadre du prix vidéo, le musée du Quai Branly aussi. On a le soutien de l'Académie des Beaux-Arts depuis cette année, à la fois un soutien financier et un encouragement, ce qui est très important parce que c'est quand même un magnifique lieu et c'est une très belle vitrine. Et puis c'est vrai qu'on essaye de répondre à des appels à projets, comme ceux de la Fondation de France, mais on n'a jamais été suivi jusqu'à maintenant. On a le soutien du RSI, mais c'est pas un financement si vous voulez pérenne. Ça correspond à des projets qu'on leur présente et ils acceptent de nous aider à hauteur d'un pourcentage du projet qu'on leur présente. Donc en l'occurrence, l'architecte est aidé par le RSI et voilà, ça fonctionne un petit peu comme ça. Ok, très bien. Oui, le prochain projet, en tout cas, sur le calendrier, ce serait cette Artothèque dont vous parlez. C'est l'Artothèque, c'est la deuxième édition du prix vidéo qui est en cours de lancement. L'appel à projet là, est lancé auprès de toutes les écoles de beaux-arts, journalisme, parce qu'il est ouvert à tous, ce prix, justement, pour permettre aussi bien aux personnes malades qu'aux soignants, qu'à tous ceux qui vont communiquer par l'image, qui seront concernés par la communication autour de ces maladies, de participer. Et ces prix ont des dotations. Et là, il sera remis en 2018 à Paris. Et pour ce prix, on a le soutien, donc, je disais, de la mairie de Paris, de la Fondation Saleret, du Psycom, qui est un organisme qui communique autour des maladies psychiques, et de l'Académie des Beaux-Arts. Ok, donc effectivement, pour ceux qui seraient intéressés aussi, on peut retrouver les détails sur le site internet de l'association, j'imagine, Art Convergence. Voilà, c'est art au pluriel, convergenceaupluriel.com. Et effectivement, il y a plus la possibilité de s'inscrire, d'inscrire les films, et puis éventuellement de poser des questions, d'avoir le règlement en ligne, etc. Ok, eh ben parfait, ben voilà, pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous donc sur le site internet de l'association. Merci beaucoup, Laurence Dupin, d'avoir participé à notre podcast. Merci. Alors je rappelle à tous nos internautes que vous pouvez retrouver le lien de notre grand reportage dans la description du podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le 8e étage.